Je n'ai jamais raconté à personne toute la vérité sur ce qui s'est passé durant l'hiver de ma 42e année. Ni aux autorités, ni à ma famille. Pas même au psy que ma sœur a insisté pour que je voie. Mais je vous la raconte maintenant. Parce que j'ai besoin que quelqu'un comprenne. J'ai besoin que quelqu'un connaisse la vérité brute sur la haine, l'obsession et la grâce inattendue d'une créature que j'avais autrefois cherché à détruire. C'est une histoire de deuil, de vengeance et du moment où tout ce en quoi je croyais s'est effondré. Tout a commencé 4 ans plus tôt, un matin d'octobre qui s'annonçait comme n'importe quelle autre partie de chasse, mais qui s'est terminé avec des sirènes et un vide béant dans ma vie. Mon cousin Danny et moi étions inséparables, partenaires de chasse depuis notre adolescence. Nous avions grandi dans la même petite ville, appris à pister dans les mêmes forêts, et partagions un amour pour la nature sauvage que les citadins ne saisissent jamais vraiment. Plus qu'un membre de ma famille, il était mon ami le plus proche, mon confident. Danny était mécanicien diesel, les mains toujours couvertes de cambouis, avec un rire qui remplissait n'importe quelle pièce. Il possédait une connaissance de l'arrière-pays qui frisait le surnaturel, lisant les traces d'animaux comme on lit un journal, prédisant les changements de temps rien qu'au souffle du vent. Il comprenait le rythme de la nature. Cet octobre-là, Danny était tout excité à l'idée d'explorer une nouvelle vallée reculée des Olympiques dont il avait entendu parler, un endroit si sauvage qu'on y promettait des wapitis aussi nombreux que du bétail. Il a étalé des cartes topographiques sur la table de ma cuisine, traçant des itinéraires du doigt, parlant de notre meilleure saison à venir. Il voulait y aller en reconnaissance seul d'abord, pour préparer nos approches pour novembre. J'aurais dû l'accompagner, un regret qui me hante chaque jour, mais une échéance au travail m'en a empêché. Il m'a donné une tape sur l'épaule, en me promettant des photos qui me feraient regretter de ne pas m'être porté malade. C'est la dernière fois que je l'ai vu vivant. Danny devait rentrer au bout de 6 jours. Le 7e jour, sa camionnette était toujours intacte au point de départ du sentier, couverte d'aiguilles de pin. J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas du tout. Danny était méticuleux. J'ai appelé le poste de garde forestier et signalé sa disparition, rejoignant l'équipe de recherche qui a ratissé la région pendant des jours avec des dizaines de volontaires, des chiens, des hélicoptères. J'ai marché jusqu'à ce que mes jambes me lâchent, criant son nom jusqu'à en avoir la voix rauque, refusant de me reposer. Le 4e jour, ils ont trouvé son campement. Je n'étais pas là. Il m'avait demandé de rester en retrait, craignant que je me blesse. Je l'ai appris indirectement, d'un jeune adjoint du shérif aux yeux compatissants. Une destruction totale. Sa tente était déchiquetée, son sac de couchage éventré, sa réserve de nourriture pillée. Son sac à dos gisait à 30 mètres de là, les sangles arrachées. Pas de corps, pas de sang. Mais partout, disséminés sur les lieux, il y avait des empreintes de pas. L'adjoint m'a montré des photos, des images gravées dans ma mémoire. Les empreintes étaient gigantesques, un peu moins de 45 cm de long et près de 18 de large, profondément enfoncées dans la terre. Nettement humanoïde, avec 5 orteils bien visibles, une voûte plantaire prononcée. Pas des traces d'ours, je connaissais les traces d'ours. C'était autre chose. Quelque chose qui marchait debout sur 2 jambes, bâti comme un homme, mais bien plus grand. Le rapport officiel, cependant, a conclu à une attaque de grizzly, qualifiant les empreintes de déformées. Ils ont émis l'hypothèse que l'ours avait traîné son corps et que les charognards avaient dispersé les restes. Affaire classée. Mort accidentelle. Ils ont abandonné les recherches après 2 semaines. Mais je n'arrivais pas à tourner la page. Je savais que ces empreintes n'étaient pas celles d'un ours. J'ai obtenu des copies de chaque photographie, passé des nuits à les étudier, à mesurer la longueur des enjambées. J'ai fait des recherches sur tout ce que je pouvais trouver sur la région, sur les disparitions inexpliquées, sur les observations étranges. Ce que j'ai découvert m'a glacé jusqu'aux os. Des décennies de rapports provenant de cette région, des silhouettes massives se déplaçant entre les arbres,
des hurlements étranges, d'énormes empreintes de pas encerclant des tentes, des légendes amérindiennes sur des êtres géants et poilus, Sasquatch, Bigfoot. J'ai résisté à cette conclusion pendant des mois, me disant que le chagrin déformait ma perception. Mais plus je cherchais, plus les preuves pointaient dans la même direction. Trop d'observations, trop de détails concordants. Quelque chose était là dehors. Et quoi que ce fût, ça avait tué mon cousin. Cette prise de conscience s'est muée en une froide détermination dans ma poitrine. Une mission. Si un Bigfoot avait tué Danny, alors j'allais le trouver, prouver son existence, et ensuite l'achever. Pendant 3 ans, je me suis préparé. Cette préparation m'a consumé. Mon appartement est devenu un centre de commandement, recouvert de cartes, de rapports d'observation et des photos de ces empreintes accablantes. J'ai dévoré tous les livres sur le sujet, étudié les techniques de pistage des chasseurs autochtones, appris des techniques de survie en pleine nature qui me permettraient de rester dans l'arrière-pays indéfiniment. J'ai entraîné mon corps sans relâche, randonnée avec des sacs lourdement chargés, tir à la cible, immersion en eau froide. Mon boulot de grutier est devenu secondaire, quelque chose que je ne faisais que pour financer ma mission. Équipement de grand froid haut de gamme, un fusil pour gros gibier, des pièges photographiques à détecteur de mouvement, du matériel de communication par satellite et assez de provisions pour des mois. Ma famille observait ma transformation avec une inquiétude grandissante. Mon frère m'a demandé si ça allait. J'ai menti, lui disant que j'avais juste besoin de réponses, sachant qu'il ne comprendrait pas. Ma petite amie a rompu avec moi, disant que mon regard était devenu froid. Je l'ai à peine remarqué. J'étais trop concentré sur ma mission. Au bout de 3 ans, j'avais délimité le territoire le plus probable et identifié un ancien poste de garde forestier abandonné au cœur des Olympiques comme base. Le plan était établi. Début décembre, avant les plus grosses chutes de neige, je me suis enfoncé dans la nature sauvage. Le poste de garde forestier était une ruine, mais je l'ai rendu habitable en quelques jours, réparant le toit, barricadant les fenêtres, installant un poêle à bois. Ensuite, j'ai mis en place mon réseau de surveillance. 6 pièges photographiques formant un périmètre de détection croisé, chacun capable de détecter le mouvement et la chaleur. Si quoi que ce soit approchait à moins de 50 mètres, je le saurais. Ma routine a commencé. Me réveiller avant l'aube, vérifier les caméras, ramasser du bois, entretenir le matériel, cuisiner, attendre. Les jours se sont fondus en un rythme froid et solitaire. Le froid était brutal, l'isolement, plus dur que prévu. Je tenais un journal constamment, documentant chaque détail, chaque pensée pour Danny, sa photo étant un rappel constant dans ma poche. Pendant 2 semaines, rien. Les caméras ont capturé des cerfs, des coyotes, un unique ours noir. Puis, les choses ont commencé à changer. Ça a commencé par des perturbations subtiles, une pile de bois de chauffage éparpillée, une carcasse de cerf que j'avais suspendue avait disparu. Sa corde dénouée, pas coupée, les nœuds soigneusement défaits par quelque chose qui avait des doigts. Des sons étranges résonnaient dans l'obscurité, des appels profonds et résonnants, des coups rythmés sur du bois. Chaque fois que je m'aventurais dehors avec mon fusil et ma lampe torche, les sons cessaient. Quoi que ce fût, il savait quand j'écoutais. J'ai trouvé d'autres signes. D'énormes empreintes familières dans la neige fraîche, toujours juste hors de portée des caméras. De grandes empreintes de mains maculaient les fenêtres du poste, des pierres empilées en d'étranges formations. Quelque chose m'observait, m'étudiait, testait mes réactions et notait mes habitudes. Et c'était assez intelligent pour éviter mes caméras tout en le faisant. J'ai commencé à laisser de la nourriture dehors, des pommes, de la viande séchée. Les offrandes disparaissaient pendant la nuit, mais les caméras ne capturaient rien. Cette chose n'évitait pas la détection par accident. Elle se soustrayait délibérément à ma surveillance, tout en me faisant savoir qu'elle était là. Cette prise de conscience m'a terrifié. J'avais affaire à quelque chose d'intelligent,
quelque chose qui pouvait déjouer mes systèmes soigneusement planifiés. J'ai commencé à dormir avec mon fusil à portée de main, chaque craquement amplifiant mon angoisse. La confrontation a eu lieu lors d'un blizzard historique, la 2e semaine de janvier. Le service météo l'a qualifiée de pire tempête depuis des décennies. J'ai ressenti une sombre satisfaction. La tempête tiendrait les autres humains à l'écart. J'ai passé la matinée à tout sécuriser, mais à midi, le vent hurlait. Alors que je me blottissais près du poêle, mon ordinateur portable a émis un bip. Alerte caméra. J'ai affiché le flux avec des mains engourdies. Une forme sombre se tenait entre 2 arbres, à 40 mètres au nord du poste. Massive, au moins 2,40 m de haut, avec un crâne conique distinctif. Et elle regardait directement l'objectif. Ça y était. 3 ans de préparation, j'avais la preuve. Le Bigfoot était réel. D'autres alertes ont suivi en succession rapide. La créature se déplaçait vite, encerclant le poste, testant mes défenses. Chaque photo la montrait plus proche, plus visible, plus réelle. J'ai attrapé mon fusil, vérifié le chargeur, plein. J'ai enfilé mes couches de vêtements épaisses, mes bottes, mes gants, ma protection faciale. Mes mains tremblaient, non de peur, mais d'anticipation. J'ai touché une dernière fois la photo de Danny dans ma poche. Pour toi, Danny. Puis j'ai ouvert la porte et suis sorti dans la tempête. Le froid m'a frappé avec une force physique. Le vent s'est abattu sur mon corps, manquant de me faire tomber. La neige me cinglait le visage à l'horizontale. Je ne voyais pas à plus de quelques mètres. C'était de la folie. Mais je m'en fichais. J'ai avancé vers la première caméra en comptant mes pas. La neige m'arrivait aux genoux. Mes jambes me brûlaient. Mes poumons me faisaient mal. La caméra était détruite. Le support de fixation était tordu, l'objectif brisé. De profondes griffures marquaient l'arbre. Le Bigfoot avait vu le flash, compris ce que cela signifiait, et l'avait arraché à main nue dans des conditions où j'avais à peine la force de tenir debout. J'ai vérifié les autres caméras. Même histoire, chacune systématiquement détruite. Le Bigfoot avait fait un tour complet, éliminant tout mon réseau de surveillance en quelques minutes, pendant le pire blizzard depuis des décennies. C'était tactique. Il avait attendu ce moment où la météo me garderait à l'intérieur et rendrait toute poursuite dangereuse. Puis il a frappé, me privant de mes yeux alors que j'étais aveugle. J'étais dehors depuis plus d'1 heure quand j'ai finalement admis ma défaite. Mes mains ne fonctionnaient plus. Mes pieds étaient insensibles. Si je restais dehors plus longtemps, je mourrais. J'ai fait demi-tour vers le poste, en suivant mes propres traces. Quand le bâtiment est enfin apparu à travers le blanc, mon soulagement s'est changé en une glace plus froide que la tempête. La porte pendait sur ses gonds. Les fenêtres que j'avais barricadées étaient défoncées vers l'intérieur. À travers l'ouverture béante, j'ai entendu quelque chose bouger à l'intérieur. Des pas lourds, le fracas de meubles, un son bas et guttural. Le Bigfoot était dans mon poste, détruisant tout pendant que j'étais dehors à poursuivre des ombres. J'ai levé mon fusil avec des mains si engourdies que je sentais à peine la gâchette. L'arme me paraissait incroyablement lourde. J'avais rêvé de ce moment pendant 3 ans, la confrontation. Mais je n'ai pas avancé. Quelque chose me retenait. La reconnaissance que je n'étais plus le chasseur. Le Bigfoot m'avait attiré au loin, sapant mes forces, puis était revenu sur ses pas pour détruire mon abri. J'avais été déjoué, complètement. L'ombre s'est déplacée vers l'entrée. Puis le Bigfoot a émergé, et je l'ai vu clairement pour la première fois. Il était massif, au moins 2,40 m, des épaules si larges qu'elles remplissaient presque l'encadrement de la porte. Une fourrure sombre, emmêlée de neige, des bras qui pendaient plus bas que ses genoux, des mains avec des doigts aussi épais que mes poignets. Son visage, encadré de fourrure, un front proéminent, des yeux profonds qui brillaient d'une lumière réfléchie. Ses yeux étaient rivés sur les miens. Pendant un instant, aucun de nous n'a bougé. Le vent hurlait, mon fusil était levé, le viseur pointé en plein sur son torse. Mon doigt a trouvé la gâchette, j'aurais dû tirer, mais quelque chose m'a arrêté, peut-être la curiosité, peut-être l'épuisement, peut-être un instinct que je ne pouvais nommer. Avant que je puisse me décider, le Bigfoot a bougé. Pas une attaque, pas exactement.
Il s'est avancé, tournant autour de moi avec une grâce fluide. J'ai essayé de le suivre, mais mes mouvements étaient lents. Puis j'ai entendu des bruits derrière moi. Plus de mouvement, plus de pas. Pas un seul Bigfoot, mais d'autres. J'étais encerclé. La panique a pris le dessus. J'ai pivoté, tirant sauvagement dans le tourbillon de neige. Le fusil a détonné dans un bruit assourdissant. Le chargeur s'est vidé plus vite que prévu. Mes doigts, gourdes, ont cherché le chargeur de rechange, l'ont laissé tomber. Puis quelque chose m'a heurté par derrière, violemment. L'impact a chassé l'air de mes poumons, m'a soulevé de terre. Je me suis écrasé dans la neige, roulant jusqu'à ce que ma tête heurte quelque chose de solide. L'obscurité a tout englouti. La conscience m'est revenue lentement, par fragments. D'abord, la douleur. Mon épaule me lançait, mes côtes me faisaient mal, ma tête me martelait. Puis, le froid. Un froid glacial, mais moins que ce que j'aurais dû ressentir. J'étais dans une grotte, des parois de pierre brute, une faible lumière filtrant de l'extérieur. L'air sentait la terre et quelque chose de musqué, et là, accroupi à moins d'1 mètre de mon visage, se trouvait un Bigfoot. De près, il était encore plus massif, sa tête énorme, ses yeux sombres et profonds fixés sur les miens avec une intensité qui me clouait sur place. La peur que j'attendais était absente. À la place, la rage a déferlé. « C'est cette chose qui a tué Danny !» ai-je crié, essayant de le frapper avec mon bras valide. Une main massive s'est levée, déviant mon poing comme si de rien n'était, me repoussant au sol. Je me suis effondré, haletant, des larmes de douleur et de frustration coulant sur mon visage. J'ai hurlé des jurons, toutes les insultes, toutes les accusations que j'avais portées pendant 3 ans. Le Bigfoot est resté assis là, encaissant, observant avec ses yeux sombres, patient comme la pierre. Finalement épuisé, je me suis arrêté, la gorge à vif, le corps secoué de tremblements. Je n'avais plus rien en moi. De ma main valide, j'ai cherché dans ma poche. Miraculeusement, la photo de Danny était toujours là. Je l'ai sortie, l'ai tendue vers le visage de la créature. « C'est lui que tu as tué », ai-je murmuré, la voix rauque. « Mon cousin, mon meilleur ami, tu me l'as pris, espèce de monstre !» Le Bigfoot a regardé la photo. Ses yeux sont passés de mon visage à l'image, puis sont revenus sur moi. J'ai vu quelque chose changer dans son expression. Il a tendu la main, a pris la photo avec une délicatesse surprenante, l'a approchée de son visage et l'a étudiée un long moment. Puis, il a émis un son, bas et profond, vibrant dans sa poitrine, massive, presque plaintif. Il m'a regardé à nouveau, puis la photo, et enfin il a hoché la tête. Un geste délibéré, sans équivoque, de reconnaissance. Il savait, d'une manière ou d'une autre, aussi impossible que cela puisse paraître, cette créature savait exactement de qui je parlais. Le Bigfoot m'a rendu la photo, s'est levé et a fait un geste vers l'entrée de la grotte, puis vers moi. Le message était clair. « Suis-moi ». Je ne comprenais pas. Mais quel autre choix avais-je? Je me suis relevé péniblement, berçant mon bras blessé. Le Bigfoot a attendu patiemment, puis s'est retourné. Je l'ai suivi. Dehors, la tempête était passée. Le monde était enseveli sous une neige fraîche, immaculée et d'une blancheur aveuglante. L'air était encore brutalement froid, mais supportable sans le vent. Nous avons marché pendant ce qui m'a semblé des heures, bien que cela n'ait probablement pas duré plus de 20 minutes. Le Bigfoot me guidait à travers une forêt d'arbres centenaires, ses longues foulées le portant avec aisance. Il ne s'est jamais retourné, partant du principe que je suivrais, s'arrêtant seulement quand je prenais trop de retard. Son mouvement était fascinant, entièrement bipède, une démarche chaloupée qui témoignait d'une force immense. Sa tête balayait constamment l'environnement. Ses pieds laissaient dans la neige des empreintes de la même forme, de la même taille que celle du campement de Danny. Je suivais la chose que j'avais juré de tuer. L'ironie ne m'a pas échappé. Nous sommes arrivés dans une petite clairière, entourée de pins anciens. Le Bigfoot s'est arrêté et a montré quelque chose au sol. Sa posture avait changé, devenant presque solennelle. Je me suis frayé un chemin dans la neige jusqu'à l'endroit qu'il indiquait. Il y avait un cairn, un monticule de pierres soigneusement assemblé.
Autour, à moitié enfouis dans la neige fraîche, se trouvaient des objets, une tasse de camping que j'ai reconnue, un lambeau de toile de tente, une unique chaussure de randonnée, celle de Danny. Des fleurs sauvages séchées étaient éparpillées à la base. Je suis tombé à genoux. Je savais ce que c'était. La tombe de Danny. La créature m'avait amené à l'endroit où mon cousin était enterré. Le Bigfoot a émis un son, attirant mon attention. Il montrait à nouveau quelque chose, cette fois-ci en direction du bord de la clairière. J'y suis allé en titubant, essuyant les larmes de mon visage. Là, disposés en un cercle délibéré sur une pierre plate, se trouvaient des griffes massives, courbées et jaunies, terriblement acérées. Des griffes de grizzly. La compréhension m'a submergé comme une avalanche. Le rapport officiel avait en partie raison. Danny avait été tué par un ours, un grizzly monstrueux. Les énormes empreintes de pas autour de la scène n'étaient pas celles du tueur. Elles appartenaient à quelque chose qui était arrivé après. Le Bigfoot l'avait trouvé, et au lieu de le laisser au charognard, il avait combattu l'ours, l'avait chassé ou tué, puis il avait enterré Danny, construit ce cairn, placé ses affaires autour comme des offrandes, marqué la tombe avec les griffes de l'ours comme preuve de ce qui s'était passé. Cette créature, que j'avais chassée avec tant de haine, avait fait preuve de plus d'humanité que je ne l'avais jamais fait. J'avais passé 3 ans consumé par la rage, par une obsession de vengeance qui avait empoisonné ma vie. Le véritable monstre, c'était moi. Je suis resté assis là, dans la neige, pendant un long moment à pleurer. Quand j'ai finalement levé les yeux, le Bigfoot avait disparu, s'était évanoui dans la forêt sans un bruit, me laissant seul avec la tombe et le poids de mes erreurs. Blessé et brisé, j'ai passé 3 jours atroces à marcher pour sortir de là, m'accrochant à peine à la vie. Retrouvé par des randonneurs en raquettes, j'ai été transporté à l'hôpital, soigné pour des gelures, une épaule démise et des côtes fêlées. Je leur ai dit que je m'étais perdu dans la tempête et que j'avais trouvé refuge dans une grotte, omettant l'impossible vérité. Ce printemps-là, guidé par mon GPS, je suis retourné dans la clairière. Le cairn était toujours là. J'y ai conduit les autorités et les restes de Danny ont finalement été identifiés grâce à ses empreintes dentaires. Sa famille a pu faire son deuil, l'enterrant dans un cimetière près des forêts de notre enfance. J'ai assisté aux funérailles, incapable de partager toute la vérité, sachant qu'elle était trop étrange. J'ai toujours les photos des pièges photographiques, la preuve de la silhouette massive dans la neige. Mais je ne les ai jamais montrés et ne le ferai jamais. Le Bigfoot a gagné le droit à sa tranquillité en enterrant mon cousin et en me sauvant la vie. Je ne vais plus dans ces montagnes. L'homme qui est sorti de cet hiver était transformé. Ma haine dévorante s'est évaporée, remplacée par une paix profonde, une gratitude inattendue. Le Bigfoot, qui aurait pu me laisser mourir, m'a au contraire abrité, soigné et conduit à la tombe de Danny. Il m'a donné des réponses, la paix et la chance d'affronter ma propre obsession monstrueuse. Je m'étais trompé sur toute la ligne. Danny n'a pas été tué par la créature que je chassais, mais par un ours. Et cette créature, le monstre, lui avait rendu un hommage plus profond que moi, son propre cousin, n'avait réussi à le faire dans ma rage aveugle. Le véritable monstre, c'était moi. Reconnaître cette vérité a été le début de ma guérison. Mes relations familiales se sont arrangées, je fréquente de nouveau quelqu'un. Je garde la pierre du cairn de Danny sur ma table de chevet, un rappel constant du coup de la haine et du pouvoir de la miséricorde. Si jamais vous vous aventurez dans la nature profonde et rencontrez quelque chose d'inexplicable, laissez-le tranquille. Ne le chassez pas, n'essayez pas de prouver son existence. Laissez-le simplement être. C'est la leçon que j'ai apprise au prix de 3 ans de ma vie. Le Bigfoot est toujours là dehors, gardant ses secrets, et Danny repose dans une clairière, protégée et honorée par quelque chose de sauvage, quelque chose d'impossible. Je lui rends visite en rêve, la clairière baignée de soleil, le cairn immaculé. Je me réveille apaisé. Voici mon histoire, toute la vérité, croyez-la ou non. Le Bigfoot m'en a plus appris sur l'humanité que la plupart des humains ne le feront jamais. Je porte cette leçon en moi, le souvenir de ce que j'ai failli devenir, et la gratitude pour une seconde chance,
La nature sauvage ne juge pas. Elle est tout simplement. Et parfois, dans ses profondeurs, existent des créatures qui nous rappellent d'être meilleures que nos pires pulsions. Des créatures qui enterrent leurs morts avec soin, qui épargnent leurs ennemis, qui existent dans les espaces entre ce que nous savons et ce que nous craignons. Le Bigfoot est l'une de ces créatures, et je lui suis éternellement reconnaissant d'avoir croisé mon chemin car j'étais perdu et il m'a montré le chemin du retour, vers moi-même, vers ma famille, vers une vie bâtie sur la vérité plutôt que sur la haine. J'apprends encore, je me pardonne encore pour les ténèbres que j'ai embrassées, mais j'y arrive. Parce qu'une créature qui ne devrait pas exister a décidé que je méritais une autre chance. Elle m'a fait preuve de pitié alors que je n'en méritais aucune. C'est un cadeau inestimable et je passerai le reste de ma vie à essayer d'en être digne. Alors, mon conseil, ne laissez pas la haine vous définir. Ne laissez pas le chagrin devenir une obsession. Les vrais monstres sont en nous. Le Bigfoot me l'a montré. Maintenant, je partage cette vérité. Il n'est jamais trop tard pour abandonner la haine, pour voir la vérité, pour devenir la personne que vous avez toujours été censé être. Le Bigfoot me l'a appris. Maintenant, je vous l'apprends. C'est la fin de mon histoire, mais un commencement pour moi. Un commencement de paix, de gratitude, de vie dans la vérité. Le Bigfoot m'a sauvé la vie, m'a montré la vérité et m'a donné la chance de devenir meilleur. J'honorerai ce cadeau chaque jour pour le reste de mon temps sur cette terre. Le Bigfoot est réel. La tombe de mon cousin est réelle. La miséricorde qui m'a sauvé est réelle. Et la chance d'une vie différente, bâtie sur la compréhension plutôt que sur la haine, l'est aussi. Je saisis cette chance. Chaque jour, je la saisis, parce que le Bigfoot me l'a donnée et je ne la gâcherai pas à nouveau. Pas cette fois. Plus jamais. C'est ma promesse.